Eh bien, aujourd'hui, on va parler, entre autres, du sujet préféré, je pense, de tous les Québécois, la météo. Et la personne avec qui je m'entretiens aujourd'hui pour parler de ça. Et tout d'abord, on parlera d'un livre qui vient tout juste de nous offrir. C'est M. Gilles Brien, l'un des rares experts en biométéorologie au Québec, météorologue à Environnement Canada durant 33 ans et aussi ex-président de l'Association professionnelle des météorologistes du Québec. On sait que M. Brien collabore à plusieurs médias. Nous avons offert un premier best-seller, Les baromètres humains, comment la météo nous influence. Et là, 2017 nous arrive avec un autre livre, Ce qu'on ne vous dit pas sur les changements climatiques. Donc, M. Brien, bonjour. Bonjour, François. Ça va bien? Oui, très bien. Donc, deuxième bouquin, toujours sur un sujet qui vous intéresse beaucoup, la météo, ces fameux changements climatiques. On sait, M. Brien, les Gaulois avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Est-ce qu'ils avaient raison, ces Gaulois? Oui, c'est sûr. Disons qu'avec le changement climatique, il y a beaucoup de versions dans l'espace public là, sur les dangers, les préoccupations. On sait que ça inquiète beaucoup de gens. Malheureusement, il y a un discours de fin du monde aussi qui teinte un peu les déclarations, les mouvements écologistes, même les politiciens là qui veulent vraiment vote. En fait, ils veulent se maintenir en poste, alors ils vont adopter des moyens ou des formules là, pour lutter contre le changement climatique, mais avec très peu de résultats. Mais disons que tous les groupes là, font ça. On récupère le changement climatique pour vous faire acheter le bon VUS, pour vous faire voter du bon bord et vous faire acheter le bon produit. Puis on utilise beaucoup le terme climato-sceptique, notamment le président Trump en est un bon exemple, mais je pense qu'il faut, comme on dit, il faut s'enlever la tête dans le sable. Là. Le climat change là, depuis les dernières années. Là. Ah oui, le réchauffement est là et même il s'accélère. Disons que depuis quelques années, on voit même au Québec là, des phénomènes qu'on ne voyait pas depuis 20-30 ans. Nos hivers deviennent de plus en plus chauds. C'est de plus en plus difficile de maintenir de la glace sur une patinoire extérieure en hiver. On a des redoux. D'habitude, il y a 20-30 ans, le redoux durait 3-4 jours en janvier. Maintenant, c'est pratiquement 2 semaines, 3 semaines de temps. Et disons qu'il y a aussi des impacts sur la faune autour. Hein. On voit des poissons, des eaux tropicales, là, comme des barracudas. On en voit de plus en plus monter vers le nord. On voit présentement dans le golfe du Saint-Laurent là, des crustacés, des homards du golfe du Maine qui montent au nord parce que les eaux se réchauffent. Et la faune, la flore, tout ça se déplace vers le nord là, parce que y a un réchauffement, puis le réchauffement s'accélère. Et même pour les animaux, je prends notamment l'exemple des ours polaires qui, eux, ont besoin de cette banquise-là, justement, là, leur territoire de chasse, de pêche, et qui ont de plus en plus de misère, doivent faire de plus en plus de kilomètres, justement, pour accéder à ces zones-là. Ça devient de plus en plus difficile. Et tout ça, ça occasionne aussi une montée des eaux, là. Ah oui, une montée des eaux qui est 3 fois plus rapide que ce que les scientifiques avaient prévu, parce que, vous savez, les scientifiques, d'habitude, on est très, très prudents. C'est pas des alarmistes, vous allez trouver de ce côté-là, mais c'est des gens qui sont beaucoup sur leur réserve, et avant de publier ou d'affirmer quelque chose, on va attendre d'avoir beaucoup d'articles scientifiques et des preuves sur la table. Malheureusement, le changement climatique, on aborde le problème un peu comme avec une religion. On dit, je crois au changement ou je crois pas au réchauffement. Pourtant, les dinosaures, ils ont existé et les gens ne se réfèrent pas aux dinosaures en disant je crois à ça ou pas. Ça fait quand même 60 millions d'années, mais on a des preuves. Alors que le changement climatique, c'est la même chose. On a des preuves que le climat se réchauffe, mais quand même, on reste dans la perception. Et malheureusement, c'est le public qui paye pour. Parce que, vous savez, le changement climatique, c'est comme une patinoire avec beaucoup d'équipes là, qui s'échangent le POC, si je peux dire. Vous avez les sceptiques, vous avez les alarmistes, vous avez aussi les industriels. Hein? On compte sur eux pour nous dire la vérité sur les vraies émissions de gaz à effet de serre d'un produit. Et ces gens-là, généralement, la transparence, c'est pas leur fort. Hein? Rappelez-vous le scandale de Volkswagen, il y a 2 ans. Oui. On a découvert un logiciel qui trafiquait les vraies émanations d'oxyde d'azote de 11 millions de véhicules là, dans le monde, les véhicules diesel de Volkswagen. Certains de ces véhicules-là émettaient 40 fois plus de pollution que ce que l'ordinateur de bord disait. Donc, il y a eu des décès aussi avec ça, hein, une surpollution là, qui a occasionné près de 2000 morts dans le monde. C'est un vrai scandale parce que il y a bien des choses qu'on ne sait pas, que les industriels ne nous disent pas, et c'est inquiétant.
Puis il y a des lobbies très forts. Je prends notamment le lobby du pétrole, qui partout dans le monde est un lobby très, 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 très fort. On sait que des moteurs, les voitures hybrides, des technologies moins polluantes auraient pu arriver sur le marché il y a des décennies, mais qui ont probablement été freinées justement par ces gros lobbies-là du pétrole, entre autres. Ben oui, tout à fait. C'est ce que j'explique dans mon livre, parce que vous savez, un exemple de ça, c'est le gaz de schiste. Le gaz de schiste a été exploité massivement aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, là, les gens sont propriétaires des richesses de leur sous-sol, de leur terre. Si vous, à Québec ou à Montréal, vous trouvez des hydrocarbures ou des diamants là dans sur votre terre, dans le sol, ben c'est l'État qui empoche, c'est pas vous. Alors, ça explique pourquoi aux États-Unis, on a massivement exploité le gaz de schiste, avec des conséquences, par exemple, parce qu'il a fallu forer 500 000 puits quand on sait l'immense quantité d'eau que la fracturation hydraulique demande. On a vraiment dégénéré, si on veut, affecté l'environnement dans beaucoup de patelins aux États-Unis. Mais quand même, les États-Unis sont devenus souverains là, pour leur énergie avec simplement le gaz de schiste. Ici, au Québec, on n'a pas fait le choix. C'est une énergie qu'on trouve un peu sale, un peu très polluante. Mais dans d'autres pays, c'est pas du tout la même chose qui se produit parce que les gens ont des mauvaises perceptions sur le sujet. Et moi, là, ça reste une vision très personnelle qui me concerne, M. Brien, mais lorsque je vois, moi, tout l'argent qui se dépense pour explorer l'espace, c'est sûr, c'est important de comprendre certaines choses, mais j'ai l'impression qu'il se met beaucoup d'argent, on dirait comme à la recherche d'une nouvelle planète, un peu comme dans une galaxie près de chez vous, mais j'ai tellement l'impression qu'il y a de cet argent qui aurait pu être mis justement pour essayer de sauver la planète sur laquelle on vit présentement. Ben oui, peut-être. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui croient un peu que c'est parfois les scientifiques dépensent de l'argent, mais on met pas de l'argent non plus dans les fusées qu'on envoie dans l'espace. Hein. Cet argent-là est investi dans des technologies sur Terre. C'est pas des diamants qu'on envoie en orbite non plus. Mais par contre, on a besoin que la recherche continue, et parce que c'est avec ça qu'on prend des meilleures décisions. On le voit présentement, écoutez, avec les voitures électriques. Au Québec, le gouvernement du Québec a un plan de lutte contre le changement climatique qui est basé sur deux approches. Le gouvernement veut 100 000 voitures électriques sur nos routes en 2020 et un marché du carbone. Là, le marché du carbone, c'est comme un marché où on vend des permis de polluer. Mais ça s'est complètement écrasé. Hein. On pensait que la tonne de carbone se vendrait 1 000 $, puis ça se vend même pas 8, 9 $ actuellement. Puis les voitures électriques, ce que les Québécois savent pas, ce qu'on vous dit pas, premièrement, c'est que les piles à moins 40, ou en fait, à des températures comme on connaît en hiver, ici au Québec, moins 20, moins 25, vous allez perdre 40-45% d'efficacité de votre batterie. Alors, si vous utilisez le chauffage, les vitres électriques, la radio, et vous partez de Québec, vous voulez aller à Trois-Rivières, revenir avec des enfants à une température de moins 25, ben vous prenez les chances, là. Mais ça, on vous le dit pas. Les voitures électriques sont vendues comme la solution au changement climatique, mais c'est une belle hypocrisie un peu, là. Puis encore là, on s'y prend peut-être de la mauvaise manière parce que dans l'annonce qui a été faite du gouvernement, on parle de pénaliser les concessionnaires automobiles qui n'arriveraient pas à remplir un certain quota de vente. Je pense que ça serait plutôt d'y aller de meilleurs incitatifs envers la population pour justement les amener à acheter cette technologie-là. Mais encore faut-il, comme vous venez de le dire, que cette technologie-là soit à point pour notre climat ici dans la province, là. Voilà, tout à fait. On sait que les autos électriques sont conçues en Californie, sont testées dans le Nevada, dans le désert, à des températures de 16, 18 degrés. Puis on vous dit que c'est performant. Mais oui, je veux bien le croire. Mais au Québec, la température moyenne là, à l'année longue, là, n'importe quel endroit, n'importe quel mois, c'est moins 2. Alors, on est dans un autre régime. Puis, ce qu'il y a aussi de troublant avec la politique, la stratégie du gouvernement du Québec, c'est qu'on subventionne présentement des acheteurs de voitures électriques. Mais quand vous regardez un peu plus proche, là, vous voyez des véhicules qui se vendent 50, 70 000. Une Tesla, là, c'est 100 000 $. Alors là, on subventionne des gens riches pour acheter des produits de luxe qui, au bout du compte, ne contribuent rien là, dans la lutte contre le changement climatique ou des émanations de gaz à effet de serre. C'est moins d'1 dixième de 1% de tout le parc automobile au Québec. Alors moi, je me pose des questions parce que j'ai pas les moyens de me payer une voiture de 70 000, 80 000. Mais est-ce que le gouvernement doit aider les gens qui disposent de ces moyens-là pour acheter un produit de luxe? Alors la question est posée. Hein.
Oui, effectivement. Et puis, je lisais ce matin un fameux fonds vert du Québec qui ne semble aller nulle part. On permet à des entreprises, des gros industriels on leur donne des droits de polluer qui sont plus grands que ce qu'ils émettent justement comme gaz à effet de serre. Donc, c'est carrément un non-sens, là. Alors, vous avez raison. Le vérificateur aussi du Québec l'avait dit l'année dernière. Le fonds vert a subventionné des projets de pipeline. Écoutez, on s'attend à ce que ce fonds-là serve à des innovations technologiques ou contribue à la lutte contre le changement climatique, mais il n'y a pas de grille d'analyse ou il n'y a pas vraiment, on dirait, de stratégie intégrée, là, et c'est fait à l'amateur, là, sur le coin d'une table. Effectivement. Donc, on pourrait dire qu'il est minuit moins une là, pour ce qui est des changements climatiques, mais est-ce qu'il y a quand même moyen de freiner ou est-ce qu'on est déjà passé ce fameux point de non-retour, M. Briand? Très bonne question. Beaucoup se demandent est-ce qu'il est trop tard pour lutter contre le changement climatique, parce qu'il faut comprendre aussi que le réchauffement qu'on observe aujourd'hui, il a été créé dans le passé. C'est impossible de le réduire ou de complètement l'éliminer. Il a été produit dans les années 60, 70. Ça prend toujours 30, 40 ans là, au CO2 dans l'atmosphère pour amplifier l'effet de serre. Mais je vais vous donner deux exemples où l'action collective a réussi beaucoup là, à changer les cartes. C'est les fameuses pluies acides. Dans les années 70, le Québec était touché par l'acidification des eaux de surface de beaucoup de lacs, surtout dans l'Outaouais, parce que dans le bassin des Grands Lacs, vous aviez beaucoup de centrales au charbon. Alors, le gouvernement s'est assis avec les Américains, puis on a trouvé des solutions, et finalement, on a réglé le problème. Il y a eu des nouvelles réglementations, les cheminées ont été modifiées, les émanations aussi. Il y a beaucoup de types de charbon différents, il n'y a pas juste un type. Donc, il y a des mesures qui ont été mises en place, puis aujourd'hui, on a réglé le problème. Mais l'autre exemple aussi, c'est les trous de la couche d'ozone. Oui. On s'inquiétait beaucoup dans les années 80 là, de la réduction de l'ozone dans l'atmosphère qui occasionne plus de cancer de la peau dans les régions du Nord, mais aussi dans les régions du Sud. Hein. Vous savez, l'Australie oui. a le palmarès, là, disons la palme là, des cancers de la peau dans le monde. Mais on a banni à Montréal, dans le fameux... en fait, c'est le protocole de Montréal en 87. On a interdit des agents réfrigérants qu'on mettait dans les frigos dans le temps, les fameux CFC. Oui. Ces gaz-là qui s'attaquaient à la couche d'ozone. Là, on a réduit la production, on l'a interdit, et présentement, la couche d'ozone, elle prend du mieux, elle va être complètement remise à neuf là, dans près de 20 ans. Donc, quand on s'assoit ensemble, si on prend les bonnes décisions, une bonne volonté, les gens peuvent faire quelque chose. Le changement climatique, c'est la même chose. Avec un peu de bonne volonté, beaucoup plus d'efforts, on peut y arriver. Mais la première chose à faire, c'est de changer le discours sur le changement climatique, basé sur la fin du monde est proche, si vous ne recyclez pas votre plastique chez vous, là. Oui, effectivement. Donc, c'est un travail de tout le monde, que ce soit les paliers de gouvernement au niveau provincial, au niveau fédéral, mais aussi au niveau municipal ou comme nous, simples citoyens, de commencer par faire de petits gestes parce qu'il ne faut pas toujours repousser dans la cour du voisin en disant « c'est au gouvernement, tout ça ». Non, je pense que tout part de nous-mêmes, puis ensuite de ça, d'entraîner ça, de créer un effet d'entraînement. Ben, vous avez bien raison. Ça commence même dans votre assiette parce que vous savez, les libérations de gaz à effet de serre sur Terre créées par l'élevage là pour produire de la viande, ça dépasse la pollution générée par les autos et les camions. Tout le transport là libère moins de gaz à effet de serre que l'industrie de l'élevage. Donc, on sait qu'un cheeseburger va générer, la production d'un cheeseburger génère autant de gaz à effet de serre que votre voiture qui fait en 15 km. Alors, si vous changez votre diète et vous décidez de devenir, peut-être pas végétarien, mais vous allez intégrer plus de légumineuses dans vos repas, laisser tomber la viande, tous ensemble, on peut vraiment modifier le climat de la Terre, là, simplement en commençant par votre épicerie. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il ne faut pas que ce sujet-là s'épuise. Il faut continuer constamment d'en parler et continuer d'éveiller les consciences, là. Ah oui, tout à fait. C'est la mission de beaucoup de gens, là. Mais tout le monde le fait avec son propre discours, hein. Les militants, les écologistes prévoient pratiquement que l'extinction des ours polaires, de l'espèce humaine. Ils ont toujours un peu un discours teinté là de fatalisme. Mais moi, je suis pas comme ça. Puis beaucoup de gens aussi ont confiance dans l'avenir. On veut améliorer le monde dans lequel nos enfants vont vivre. Et c'est aujourd'hui qu'on peut prendre des décisions dans ce sens-là, là. Je pense qu'il faut continuer à encourager ce qui se fait de bon, les bons coups, et peut-être que justement, ça va éveiller quelques personnes de plus, là. Voilà, tout à fait.
On passe côté météo, M. Brien. Une chose qui est sûre, on va avoir un hiver encore cette année au Québec, mais à quoi va ressembler justement ce prochain hiver 2017-2018? Ben, les prévisions présentement des services météo, tous les services, Environnement Canada, vous avez le service américain aussi, les Européens, tous les services météo nationaux dans le monde interrogent leur ordinateur pour prévoir le temps des 3 prochains mois. Et les tendances générales, c'est que le Québec, on va connaître plus de précipitations cet hiver et du temps un peu plus froid comparé aux dernières années. Okay. Pas du temps glacial, mais phénomène météo qui s'appelle la Niña. Là, c'est un refroidissement des eaux de surface au Pacifique. Ça agit comme une glacière. Et tous les Québécois connaissent le El Niño. Le El Niño, on en a profité dans les dernières années, mais cette année, il faut oublier ça. C'est la petite Vraiment sœur. du temps plus froid, avec plus de neige, probablement plus de verglas aussi, malheureusement. Donc, ça sera à faire attention. On risque de pelleter davantage cette année. Oui, tout à fait. Bon, en tout cas, il faut en profiter de cet hiver. Un gros merci. Vraiment intéressant. Je pense que j'aurais parlé de changement climatique avec vous pendant des heures, M. Brien, mais on peut inviter les gens justement à aller vous se procurer ce nouveau livre, ce qu'on ne vous dit pas sur le changement climatique, un livre là, qui est sur les tablettes depuis plusieurs mois, En fait, depuis début septembre. Oui. Depuis début septembre, un plaisir de vous avoir parlé, M. Brien. Très bien, c'était réciproque. Puis on va vous souhaiter un beau temps des fêtes. Oui, vous aussi. Merci, au revoir.